Il y a une révolution que nous avons oubliée, celle de l'apparition des machines dans les champs ou dans les vignes. Des siècles durant, les paysans ont tout fait à la main, et les travaux étaient d'une dureté dont nous avons perdu idée. L'exemple de la vigne est éloquent. Nous voici par exemple à Barsac, dans la Drôme, au lieu de production de la fameuse Clairette de Die. Pour mesurer le bouleversement qui fut l'apparition de la mécanisation dans ce village de 170 habitants, il faut solliciter une des mémoires locales, Gérard Munier. Mais il faut aussi ne pas oublier que là où aujourd'hui, il y a des vignes partout, on pratiquait autrefois une agriculture toute différente et du reste. Les vignes avaient été ruinées vers 1870 par le phylloxéra. Le vignoble, à un moment, a complètement disparu. La vigne existait, mais il y avait d'autres façons de vivre aussi, avec plein de cultures différentes aussi. C'était pas une monoculture comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en monoculture pratiquement dans ces villages, mais avant, il y avait une polyculture, il y avait l'élevage, il y avait les noyers, il y avait la luzerne, il y avait le blé, il y avait plein de choses qui permettaient de vivre. Les fruits aussi, les vergers. Il y avait de l'élevage, c'était de l'élevage de quoi? Des chèvres essentiellement. Donc ça voulait dire qu'on faisait du fromage? On faisait du fromage, on faisait du lait de chèvre aussi, qui servait à la consommation familiale, et à faire du fromage également, oui. Et puis, j'imagine qu'il y a un peu de cocon de verre à soie? Alors les verres à soie, c'était une période importante aussi pour ces gens-là, qui apportait quand même un plus à l'exploitation, oui. Alors moi j'ai connu la fin de cette époque-là, parce que je suis né en 1951, donc, et le souvenir que j'ai des verres à soie, on en faisait à l'école de Barsac. Dans ce qu'on appelait la salle des fêtes, on élevait des verres à soie quand je suis rentré à l'école à Barsac, c'est-à-dire en 1956. Alors on ramassait les feuilles de mûrier à l'époque de la briffe et tout pour nourrir nos cocons, voilà. Ce qui fait que, à ce moment-là, à votre avis, dans une ferme moyenne, la vigne, ça pèse quoi? Ça pèse un tiers de l'argent qui rentre, ça... Je pense que ça devait peser un tiers à peu près, à l'époque, oui. La bascule vers la situation de monoculture d'aujourd'hui, ça se passe comment? Ça s'est passé dans les années 70, je dirais, là, vraiment, moi je pense que c'est à peu près dans ces années-là où il y a eu une expansion du vignoble, donc une explosion du vignoble. Vous avez tous les terrains, en montant à Barsac, là, dans le bas du village, ce qu'on appelle la Condamine. Il n'y avait pas de vigne, à l'époque c'était des terrains de culture, on y faisait du blé, du foin. Et tout ça, c'est planté en vigne. Maintenant, il n'y a plus... À Barsac, c'est que de la vigne aujourd'hui. Ça, c'est à cause de la Clairette. C'est à cause de la Clairette, oui, voilà. Parce que si on se met en 1920, oui, on produit quoi comme vin à ce moment-là? Alors, Barsac, dans les années 20, produisait uniquement du vin muscat. Et donc, c'était des vins qui n'étaient pas aboutis en vin champanisé, puisqu'ils étaient vendus en tonneaux. Donc, après la récolte, qui se faisait en septembre, en octobre, les jus de raisin étaient filtrés, donc pour retirer des levures actives à différents moments, et remis en tonneaux. Puis ensuite, ils prenaient de l'alcool au fur et à mesure de la fermentation. Et quand arrivaient les fins d'année, vers le novembre, décembre, ils étaient expédiés donc en fût dans la région lyonnaise, grenobloise, marseillaise, je crois aussi. À partir du mois de janvier-février de l'année suivante, tout était bu, quoi. Voilà. Ce vin qui était commercialisé à Marseille, à Lyon, comment ça se passait? Ça se passait directement, c'est-à-dire que le viticulteur d'ici avait des clients. Oui, directement. Oui, directement. Ils s'occupaient de la commercialisation, donc ils expédiaient par le train à la gare de Sainte-Croix à l'époque, qui était ouverte, bien sûr. Certains montaient en camion, je crois, à Lyon, aussi montaient des pièces de vin, 220 litres. C'était bu dans les bistrots lyonnais, il y avait beaucoup de bistrots à l'époque. Et donc, on appelait ça un vin bourru. C'est-à-dire que ça arrivait, c'était sucré encore, il y avait un petit peu d'alcool, c'était agréable, il y avait beaucoup de parfums muscat. Mais après quelques jours, la fermentation reprenait son rythme, et je pense que les vins qui étaient clairs au départ, après étaient de nouveau obscurs, étaient troubles, et fermentés avec des bulles dedans et tout, quoi. C'est un vin bourru, voilà. Mais les gens aimaient bien ce type de vin. Alors vous avez ce qu'on dit, on dit volontiers, ouais mais autrefois ils faisaient de la piquette, etc. C'est pas de la piquette? C'était pas de la piquette, non, parce que ce raisin muscat,
qui mûrissait très bien ici, parce que Barsac était un territoire où la vigne a toujours bien fonctionné au niveau de la maturation du raisin, parce que c'est bien exposé, un village qui a quand même des terroirs bien adaptés pour le muscat, et donc c'était très très fruité, et les gens aimaient se fruiter de vin muscat. Et alors, l'idée de la clairette, ça vient comment? Alors, l'idée de la clairette, je crois que c'est dans les années 20 que certains vignerons ont eu l'idée de mettre ce produit en bouteille et de le champagniser naturellement, sans rajout de sucre ni de levure, comme pour les méthodes champenoises. Donc, ils ont expérimenté ça, ils ont bouché dans des bouteilles en verre, bien sûr, mais au départ, ils ont eu des gros problèmes parce qu'il y avait trop de sucre restant, résiduel, et donc des fermentations trop élevées, avec une pression énorme, et les bouteilles explosaient. Donc il a fallu maîtriser le sucre restant, à quel moment il fallait boucher ça, pour que ça se champagnise, que ça prenne une belle mousse, comme le champagne, naturellement, sans que les bouteilles n'explosent. Ça ouvrait une perspective pour ce vin de vivre plus longtemps, parce qu'avant il était bu en vin bourru, comme je vous dis, dans les 4 mois qui suivaient la récolte. Mais là, ça permettait, avec les bouteilles, la champagnisation, de le conserver plus longtemps, et puis d'ouvrir à une autre clientèle, quoi, qui débouchait la bouteille déjà à l'époque, qui moussait, quoi, comme le champagne. Donc alors à partir de ce moment-là, on vend plus loin. Alors à ce moment-là, on vend plus loin. Mais bon, au départ, c'était compliqué, c'était vendu avec le dépôt, parce que la fermentation créait un dépôt dans la bouteille. Donc c'était un peu compliqué dans les périodes où il faisait très chaud, tout ça, parce que ça a fermenté assez longuement. Et alors après, ils ont dégorgé, retiré ces dépôts pour éclaircir ce vin, et de manière à ce qu'il ne fermente pas derrière et qu'il puisse se conserver plus longtemps. Et à ce moment-là, je pense qu'ils ont commencé à expédier plus loin en France leurs produits en bouteille, oui. Le travail de la vigne, c'était horrible. C'était d'une dureté. Ah oui, c'était un travail manuel essentiellement, quoi. Il n'y avait pas beaucoup d'outils à part le cheval et la charrue ou la pioche dans les coteaux, mais c'était un travail qui était très difficile. Il fallait défoncer le sol à la main, donc c'était un travail, il fallait ouvrir un grand sillon, entre 50 et 60 cm, c'était selon les terrains. Et puis donc, après on rebouchait ce sillon, ça en ouvrait un autre, ainsi de suite, et on faisait ça à la main, à la pioche, à la bêche et tout, c'était un travail énorme. Et ça veut dire, il fallait énormément de gens. Il fallait beaucoup de monde. Mais dans nos villages, il y avait pas mal des personnes qu'on appelait des commis. À Barsac, il y avait beaucoup de commis de ferme, enfin des gens comme ça qui travaillaient sur les exploitations pour défoncer ce terrain, pour planter de la vigne. Parce que la vigne, ça se racine très profond, mais on ne peut pas la planter sur un terrain qui n'est pas remué. Il faut aller chercher assez profond la ressource pour les pieds de vigne. Et si j'ai bien compris, c'est de là que commence à partir la mécanisation. La mécanisation, c'est les années 50, la mécanisation. Donc, l'acquisition une coopérative qui se crée de labour pour planter de la vigne, l'acquisition d'un Caterpillar américain avec une grosse charrue défonceuse, donc qui permettait d'ouvrir le sillon à une profondeur importante, de retirer les pierres et tout ça. Et là, c'était une révolution, l'arrivée de cet outil. Et cette coopérative a duré très longtemps. Il y a une vingtaine d'années que c'est terminé cette cumade de défonçage. Parce que maintenant, ils le font avec des gros tracteurs à roues, très puissants, avec le même type de charrue, mais ça nécessite moins de déplacement qu'un Caterpillar. Et tout ça, le gars, il vient, il laboure un terrain, il sort les pierres, mais ça va plus vite qu'avant encore, hein, voilà, comme on fait aujourd'hui. Ensuite, la vigne, avec l'arrivée de la cave coopérative, a dit en 1950, la création de la cave par M. Henri Bonnet d'Espenel, qui en était le fondateur, a permis au vignoble après de s'étendre jusque dans le Haut-Diois, où l'appellation donc est allée jusqu'à Châtillon-en-Diois, près de Luc-en-Diois, voilà, donc cet engin servait sur toute la région viticole, quoi, de Cré à Châtillon-en-Diois.
Vos grands-parents, qu'est-ce que vous diriez sans être indiscret? Vous diriez que c'était des gens qui tiraient le diable par la queue, ou est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont vu arriver quand même une certaine aisance par la clairette? Disons que c'était une autre façon de vivre, avec cette polyculture, il y avait la vigne, mais il y avait d'autres choses pour vivre à côté. Donc je ne dirais pas qu'ils tiraient le diable par la queue, mais c'était des gens qui bossaient, qui faisaient du jardin, qui faisaient du potager, qui avaient des arbres fruitiers. Donc ils vivaient pratiquement en autarcie à l'époque. Mais je pense qu'ils n'étaient pas malheureux de vivre comme ça non plus. Il n'y avait pas cette société de consommation à outrance, tout ça, comme aujourd'hui, quoi. Et cette organisation coopérative, à votre avis, est-ce que elle a débordé sur d'autres choses? Parce que vous avez dit tout à l'heure vous-même que par exemple il y avait du blé, que par exemple il y avait des cocons. Alors est-ce qu'on s'associait aussi pour les autres cultures? Oui, notamment la récolte du blé, des céréales. Moi quand j'étais gamin, à l'époque la récolte se faisait à la main, manuellement, avec des faucheuses et des chevaux. Et puis mon père, qui était un peu un précurseur, qui avait acheté un tracteur, un des premiers tracteurs au village, avait acheté une machine qu'on appelait une ligueuse, donc qui fauchait les champs de blé, et donc qui faisait des gerbes, donc qui étaient des bottes serrées déjà mécaniquement, avant que tout se faisait à la main. Et ensuite, ces gerbes de blé étaient assemblées tout près de la maison, là, sur le pré à côté, au château. On faisait des grandes meules de blé. Et il existait une autre coopérative qui s'était créée aussi, de battage, après la guerre, mais les années tout de suite après-guerre. Donc ils avaient investi dans une batteuse à l'époque, un tracteur pour la faire tourner, et ça se déplaçait, cette machine, entre Vercheny, Barsac, Ponté, voilà. Et il y avait une grosse entraide pour cette période de battage. Donc, est-ce que ça veut dire, à votre avis, qu'il y avait un état d'esprit particulier ici? L'idée qu'on collaborait plus facilement? Ah oui, il y avait, ça, moi j'ai connu une grosse entraide entre les gens, tout à fait. Grosse entraide, qui aujourd'hui a beaucoup disparu avec la mécanisation moderne. Avec aujourd'hui, bon, tout est mécanisé à fond, mais j'ai un peu de la nostalgie de cette époque du passé, qui était quand même une époque de vie où les gens se rencontraient plus, quoi, donc collaboraient ensemble. Voilà. Puis il y avait la récolte des noix aussi, des noyers. Les veillées, casser les noix, trier les noix ensemble. Parce que la récolte des noix, les cerneaux étaient aussi quelque chose de lucratif pour les familles. Qu'on vendait à quoi? Qu'on vendait dans des pâtisseries, pour de la confiserie, de la pâtisserie, oui, les noix, les cerneaux de noix. Et puis le reliquat des cerneaux de noix, tout ce qui était noir, un petit peu abîmé, ils en faisaient de l'huile de noix. Et racontez-moi l'arrivée du premier tracteur. Alors, l'histoire que j'ai de mon père, quoi. Mon père était un garçon qui était né dans un village à côté de Barsac, à Poney-Saint-Auban, à 15 km d'ici. Mais mon père était quelqu'un de mal aimé par son père. Donc il avait dû déserter l'exploitation familiale. Son père ne voulait pas qu'il continue avec lui. Et donc il est parti avec un cheval. Et il a travaillé à Fasson, à l'époque, dans les vignes, pour Pierre Paul-Loujac. Puis il est arrivé à Barsac avec son cheval, sa petite dot. Et il a travaillé pour ma grand-mère. Ma grand-mère était veuve de guerre, parce que mon grand-père était mort en déportation. Il a été déporté avec M. Touchefaux. Et donc, mon père a rencontré ma mère, donc, qui était orpheline de guerre, donc chez ma grand-mère. Donc de là, il y a eu une union, ils se sont mariés. Et mon père voulait absolument progresser et acquérir un tracteur. Certains avaient aussi envie de ça au village, mais un tracteur, ça coûtait une fortune à l'époque. Une fortune, ça veut dire quoi à votre avis? Mon père, le tracteur qu'il avait acquéri en 1953 coûtait 780 000 francs de l'époque, avec 3 outils. Mais il avait ciblé sur un tracteur utile à la vigne, pas un tracteur uniquement agricole pour labourer des terres à blé, mais un tracteur qui puisse avoir des voies étroites et passer dans les vignes. Donc il se documentait à l'époque, ils allaient sur des foires, à Avignon notamment, il y avait une grosse foire moto-viticole à l'époque dans le sud de la... Et ils allaient à Lyon, ils allaient partout voir le matériel. Et il avait vu un tracteur qui lui avait beaucoup plu, qui était un tracteur anglais, un Ferguson, les petits Ferguson gris. Mais à l'époque, c'était la croix et la bannière. Et il fallait payer comptant à l'achat. Et on vous imposait 3 outils avec le tracteur. Autrement, vous n'étiez pas livré.
Et il attendait ce tracteur avec une impatience colossale. Et au bout de 11 mois d'attente, il a appris, par un collègue mécanicien de Die, enfin du Haut-Diois, d'Aix-en-Diois plus précisément, que des tracteurs étaient arrivés en gare de Valence. Donc ils ont décidé d'aller chercher un tracteur à la barbe de M. Brunel, l'agent qui l'avait vendu. Ils sont descendus avec un camion, ils ont pris un tracteur, le tracteur Vigneron, qui leur recommandait. Ils l'ont volé, plus ou moins, mais fourni à l'époque, a laissé faire la chose, parce qu'il avait payé son tracteur il y a 11 mois qu'il l'attendait. Ils arrivaient d'Angleterre sans pneus, les tracteurs. Oui, et c'était sur les jantes. Et donc il a fait équiper les pneumatiques, il a eu des outils rapidement derrière, et de là il a commencé à travailler d'arrache-pied pour payer son tracteur, parce qu'il avait fait un prêt. Ma grand-mère, qui était une femme qui était adorable, l'avait aidé à financer en partie son tracteur avec quelques économies familiales d'après la guerre. Et donc, il a travaillé pendant 2 années. Il travaillait pour tout le monde, à Prifet, quoi, dans le Diois, notamment la vallée de Saint-Julien-en-Quin et tout. Ma mère ne savait jamais où il était, il n'y avait pas de moyen de communication. Moi, j'étais un petit garçon tout petit. Mon père, on ne savait jamais où il était. Et il labourait, il travaillait le jour, la nuit, tout le temps. Il avait un cousin qui le ravitaillait en essence, un cousin de Saint-Julien-en-Quin. Et en 2 ans, il avait payé son tracteur. Il travaillait aussi la propriété en même temps ici, mais il travaillait la nuit, il allait labourer. Il travaillait comme un dingue à l'époque, voilà. Quand mon père a commandé ce tracteur, après tout le monde a voulu acheter des tracteurs. Il était le premier, votre père? Le premier, oui, le premier Ferguson. Et puis André Lamande, le voisin à côté, avait acheté un tracteur, mais plus modeste, un petit Massey-Harry anglais aussi, mais qui ne ferait pas le relevage hydraulique. Les choses, mon père avait visé sur des choses modernes déjà à l'époque. On peut imaginer que des gens qui s'équipent comme ça, alors bien sûr, il y a votre père qui en somme se loue, Oui. Mais on peut aussi imaginer que du coup, il y a des gars qui soient tentés d'acheter de la surface à côté ou d'en louer pour élargir leur propre propriété. Oui, je pense, vous avez raison. Mon père, après, donc, quand j'étais dans les années 56-57, donc, a fait une extension d'exploitation de Barsac à l'époque, en louant des terrains à Vercheny. Donc, on travaillait pas mal de terres agricoles, à Vercheny, des terres à blé essentiellement, voilà. Du coup, cet esprit de coopération que vous avez dit, les gars qui se mettaient ensemble pour acheter quelque chose, il n'y a pas un moment où on est devenu un peu concurrents? Le truc, c'est qu'ils avaient l'idée de créer d'acheter en coopérative un tracteur pour travailler la vigne, un tracteur à chenilles, pour passer dans les coteaux, parce qu'il est vrai que le tracteur à roues dans les coteaux n'était pas évident, c'était trop escarpé, qu'avec les tracteurs chenillards, on peut passer dans des coteaux plus facilement. Mais malheureusement, ils avaient beaucoup de réunions à l'époque pour créer cette coopérative. Mon père était un type jeune à l'époque, impatient. Ils avaient affaire à une génération un peu plus âgée qu'eux. Ils n'arrivaient pas à choisir le choix d'un tracteur. Mais autrement, ils étaient quand même partis au départ sur un esprit coopératif pour acheter du matériel en commun. Ça s'est fait après à Barsac parce qu'il s'est créé une coopérative dans les années 55, je pense, où ils ont acheté un tracteur pour labourer les vignes aussi, en coteaux, très en coteaux. Ces gars ne se sont pas trouvés un peu en concurrence les uns avec les autres, les différents viticulteurs Si, mais c'était une bonne concurrence. À Barsac, il y a eu jusqu'à 23 caves. Je crois qu'il en reste 7 aujourd'hui. Mais c'était une bonne concurrence. Les gens, la clientèle après s'est développée avec le temps, avec la mise en bouteille, avec la champagnisation de la clarette. Il y a une clientèle régulière qui venait s'approvisionner à Barsac, de la région lyonnaise notamment, grenobloise. Tout ça, puis des gens allaient livrer, mes parents allaient livrer de la clarette à Lyon, à Grenoble. Il louait un camion? Non, mon père avait... Le premier véhicule qu'il a eu, c'était la voiture de mon grand-père, une C4 Citroën, mais qui n'a rien à voir avec le C4 d'aujourd'hui, qui était une voiture qui était commerciale, dans laquelle on pouvait mettre une barrique de vin, enfin une pièce de vin, ou bien des bouteilles dans des cajots à l'époque, en bois. Donc, je me souviens, mon enfant,
des clients qui venaient, les clients écrivaient à l'époque quand ils venaient chercher tant de bouteilles, tel dimanche, ils venaient manger à la maison chez ma grand-mère, c'était l'habitude à l'époque, les bons clients venaient manger aussi, déjeuner. L'appellation d'origine contrôlée, d'abord c'est quand et qu'est-ce que ça change? Alors l'appellation contrôlée, j'en ai parlé avec Alain, je crois que c'était en 1943, l'appellation, l'AOC. C'était quand même un produit unique, la Clairette de Die, hein. Un vin qui devient effervescent naturellement, sans rajout de sucre ni de levure, c'est un produit formidable. Et vous faites... ça s'explique comment? Parce qu'ils auraient pu partir de vin blanc sec comme le champagne, laisser fermenter totalement le raisin, enfin le jus de raisin, et puis ensuite remettre des levures et du sucre pour qu'il recrée une fermentation dans la bouteille. Mais ils avaient fait le choix, eux, pour garder la subtilité, le goût du muscat, de garder du sucre résiduel qui allait faire ce travail dans la bouteille sans rajouter de levure ni de sucre de rajout. Donc c'est vraiment très typique à la Clairette de Die, ça. Hein. Alors on parle beaucoup de la vigne, c'est normal à Barsac. Mais donc vous avez dû, comme jeune homme, voir disparaître un peu les autres activités. Peut-être bien que lorsque vous étiez jeune, vous... Ah oui, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, les cultures comme la luzerne, la graine de luzerne. Barsac faisait beaucoup de foin et de la graine de luzerne. Et qu'elle vendait où? Et qu'elle vendait dans les Hautes-Alpes jusqu'en Italie. Et ça se vendait très cher, la graine de luzerne. Hein. Le rapport était bien pour les gens. Alors moi, j'ai vu disparaître ça. J'ai vu disparaître le blé à Barsac. À Barsac, il n'y a plus un épi de blé qui est semé aujourd'hui. Je vous écoute là et je me dis quand même tout ce qu'il me raconte. Dis donc, vaut mieux être c'est masculin votre truc, c'est du viril, hein, parce que j'imagine pas qu'il y avait des femmes dans les vignes en train de... Aussi, les femmes bossaient beaucoup. Ah ouais? Oh là, vous savez, les femmes, elles ont eu des époques de vie, bon, il y avait les gars de 14, hein. En 14, tous les mecs, ils étaient au casse-pipe et les femmes faisaient tourner la boutique, hein. C'était vraiment... j'en parlais l'autre jour à Saint-Julien-en-Quin, enfin à Saint-André-en-Quin plus précisément, où j'ai des cousins plus âgés que moi, que j'adore, une fratrie de 4 frères. Et on parlait d'une ancêtre de notre famille qui s'appelait Eugénie Olympe, qui était née à Omblaise. Ah oui, je connais bien. Et qui était couturière. Couturière à Saint-Andéol. Elle était couturière dites donc. à Omblaise, elle s'est mariée à Saint-André-en-Quin, et elle livrait, elle faisait des costumes, tout ça, elle livrait à cheval. Elle montait à cheval, parce que bien sûr, et donc, pendant la guerre de 14, elle est morte un peu après la guerre de 14, elles ont fait tourner l'exploitation à Saint-Julien-en-Quin, et mes cousins ont des écrits, je crois, de cette époque-là, où elles ont fait 143 kilos de cerneaux, de noix, qu'elles ont triées elles-mêmes à l'époque, ramasser les noix, travailler les champs, s'occuper de tout et tout et tout. Et à l'époque, les femmes participaient beaucoup à ces travaux dans la vigne pour les tâches quotidiennes de la période de grosse végétation de la vigne. Hein. Moi, par contre, j'avais mon arrière-grand-père que j'ai connu jusqu'à l'âge de 6 ans, qui avait fait la guerre de 14. Alors, tous les jours, à midi, à table, parce qu'on vivait sur le même toit, on avait droit au concert de la guerre de 14. Hein. Tous les jours. Mon arrière-grand-mère, que j'ai moins connu, lui demandait de se taire à table. Nous, on n'avait pas le droit de parler, mais elle lui disait en patois, qu'est-ce que t'es, Jules? Tais-toi, Jules. Parce qu'il parlait que de la guerre de 14, voilà. Et vous avez le sentiment que votre grand-père, au fond, ça l'a hanté toute sa vie? Ah, toute sa vie. Ah, ceux qui ont fait la guerre de 14, moi, tout ce que j'ai connu, les anciens qui ont fait 14, ils en parlaient tout le temps. Tous les jours de leur vie, ils parlaient plus que de ça. Il y avait des bistrots à Barsac, il y avait 2 bistrots et un cercle à Barsac à une époque. Un cercle, oui. Un cercle, c'était une formule de bistrot, je sais pas, c'était pas le bistrot, on appelait ça des cercles dans les villages, oui. Et c'est là où on faisait les affaires? Oui, je pense, c'est là où on se rencontrait pour traiter, négocier
il y avait des engueulades aussi entre les gens. Et il y avait un peu des gens qui conciliaient les engueulades, je pense, dans ces... Il y a des gens, je crois, dans les villages qui étaient assez doués pour réconcilier les gens. Après des engueulades ou des histoires de limites, de terre et tout ça, c'était un peu hard, oui, je pense, à l'époque. Parce que précisément, à partir du moment où la vigne a pris de la valeur, on peut penser que posséder 10 mètres carrés de plus... Et oui, bien sûr, les limites, tout à fait. Et d'après ce que j'ai entendu, il y a des gens qui étaient assez doués pour déplacer des limites de terrain, des pierres qui sont enfouies, justement pour gratter un peu du terrain, quoi, voilà. ici, là, Barsac, c'est catholique ou protestant? C'était les deux. Alors Barsac était un peu plus catholique, je crois, que protestant. Alors moi, quand j'étais gamin, il y avait pas mal de conflits, parce que c'était compliqué, notamment dans les mariages ne pouvaient pas se réaliser, des choses comme ça. Et à Barsac, ma grand-mère, qui était catholique pratiquante, et la tante d'Alain, qui était protestante pratiquante, étaient des copines d'enfance. Et elles ont été à l'origine de l'écuménisme. Elles ont essayé de faire un rapprochement entre les gens, donc des réunions, des rencontres, des discussions, donc pour quand même essayer d'avancer ensemble, quoi, voilà. Il y avait la Saint-Vincent, donc au mois de janvier, la fête des vignerons, quoi, Saint-Vincent, le patron des vignerons, qui permettait aux gens de se rencontrer, aux jeunes de faire la fête aussi. On faisait le tour du village, enfin, on ramassait des saucisses, des œufs et tout, et on faisait la java ensemble et tout. C'était bien sympathique, ce système, oui. Et c'était les deux fêtes essentielles à Barsac, la Saint-Vincent et le Mardi Gras un peu aussi. On faisait des trucs à Barsac, oui. Tout ça fait une petite société, un petit village qui vit quand même, il faut dire, beaucoup sur lui-même, quoi. J'imagine qu'on ne se déplaçait pas énormément. Oui. Est-ce qu'il va y avoir un moment où tout ça explose? Alors tout ça a explosé à l'époque. Alors les premières voitures, bien sûr, tout le monde n'avait pas des voitures. Au début des années 50, à Barsac, quelques familles possédaient des voitures. Et les gens qui devaient se déplacer pour aller à Die, pour des documents administratifs et autres, les gens allaient à Die le samedi. Et donc, ils se postaient devant l'école, ceux qui cherchaient une voiture, ils cherchaient une occasion à l'époque. Et le premier qui passait, les ramassait. Donc, il y avait quand même une entraide importante entre les gens. Hein. Aujourd'hui, là, les familles qui font Barsac, si je puis dire, oui. C'est les mêmes, je veux dire, les grandes familles historiques. Oui, les grandes familles historiques existent toujours, bien sûr. Oui, elles font Barsac, c'est vrai. Grâce à la vigne. La vigne. Oh ben, sans la vigne, et puis la mécanisation. Parce que je pense qu'honnêtement, la mécanisation a permis. Alors bien sûr, les gens travaillent beaucoup plus d'hectares de vigne aujourd'hui. Il faut travailler plus, il faut investir plus, il faut s'endetter plus. C'est le problème de cette société. Mais sans la mécanisation, sans notamment la vinification, parce que nous c'était la croix et la bannière, la filtration du muscat pendant les périodes de vendange. On passait des nuits à la cave entière à filtrer en fonction du temps, du vent, de la chaleur. On recommençait le lendemain. On menait une vie de fou. Et cette vie de... Parce qu'il fallait... Enfin, vous, les enfants, vous étiez mobilisés. Ah, mais on était mobilisés complètement. Moi j'ai connu cette époque, parce que j'étais vigneron aussi après, à mon compte. On n'avait pas le froid. Le froid a permis de maîtriser tout ça. Maintenant, les gens mettent les jus de raisin au froid, et donc il n'y a plus de cette filtration, il n'y a plus tout ce travail à faire et tout. Mais avant, il y avait une surveillance pendant un mois et demi, une vie de dingue. La filtration, parce qu'autrement, les vins, ils passaient en vin blanc sec. Alors pour conserver ces arômes et ces sucres, je ne vous dis pas, le temps, c'était vraiment la croix et la bannière. Et je pense que sans ce froid aujourd'hui, il n'y a plus un jeune à part ça qui ferait une bouteille de clairette de Die aujourd'hui. Il n'aurait pas voulu... on a fait des boulots de dingue. Ouais, et le métier a complètement changé. Complètement changé. Mais tant mieux pour eux, hein, c'est formidable. Hein, c'est formidable. Mais bon, ils font des plus grosses productions maintenant, parce qu'à Barsac, il se fait quand même beaucoup de bouteilles de clairette de Die. Donc il faut vendre. Et le problème, c'est que la clientèle ne vient plus au village.
cette clientèle fidèle d'une époque, elle s'est amenuisée avec le temps, le pouvoir d'achat, tout ça, parce que les gens qui pourraient acheter 100 bouteilles de clairette aujourd'hui, ça fait quand même un budget de 600 €, quoi. Je veux dire, les gens ne vont pas mettre 600 € dans la cave d'un coup comme ça aujourd'hui par rapport au prix, quoi. Et les gens, ils achètent dans la grande surface, ils achètent sur une foire, un carton de 6, tout ça. Mais c'est plus comme avant, quoi. Donc il faut aller vendre ce produit maintenant. Donc il faut se faire connaître. Ils vont partout, ils vont en Belgique, ils vont en Hollande, ils font beaucoup de foires, les jeunes et tout. Ils sont courageux. Par contre, là, les week-ends, ils sont partis tout le temps pour aller démarcher et faire connaître leurs produits, quoi. On livrait beaucoup à la Mure à l'époque, à la mine de la Mure. Et on livrait les cités minières, on livrait les barrages hydroélectriques, tout ça. Et mon père avait beaucoup de copains, de connaissances à qui il vendait la clairette, quoi. Et puis, sauf erreur de ma part, il y a eu pour la commercialisation de la clairette tout ce qui est passé pendant longtemps par la coopérative, Oui. mais il y avait à côté, je crois que c'est le cas sur Barsac, beaucoup de personnes qui commercialisaient directement leur propre production Oui. sans passer par la coopérative. Oui. Ils étaient producteurs indépendants et en même temps, ils étaient adhérents à la coopérative. Mais à une époque, les statuts ayant évolué de la coopérative, ils ont eu un choix à faire, c'est une adhésion totale à la coopérative ou quitter la coopérative. Alors l'adhésion totale à la cave demandait, pour certains, d'avoir plus de vignobles pour s'en sortir mieux. Voilà. Alors il fallait trouver des vignes à louer ou acheter, quoi. Disons, ça a créé vraiment des tensions à une époque, oui. Mais j'étais jeune, moi, mais ces conflits, j'en ai entendu parler quand même. Hein. Mais aujourd'hui, tout ça est apaisé. Hein.